Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous ma lecture de Moll Flanders de Daniel Defoe. Alors comme d'habitude, pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. N'hésitez pas non plus à aller voir les émissions précédentes sur le site D8 Replay dans la section émissions Voyage au bout de la nuit. Voilà, je reprends donc ma lecture avec vous. Cette histoire m'émut infiniment. Mais ma mère, souriant, dit « Il ne faut point vous émerveiller de cela, ma fille, comme d'une chose étrange, car plusieurs des personnes les plus considérables de la contrée portent la marque du fer à la main et n'éprouvent aucune honte à la reconnaître. Voici le Major X, dit-elle. C'est un célèbre pickpocket. Voici le juge R. C'est un voleur de boutique, et tous deux ont été marqués à la main, et je ne pourrais pas vous en nommer d'autres tels que ceux-là. Nous tînmes souvent des discours de ce genre, et elle me donna quantité d'exemples de ce qu'elle disait. Au bout de quelque temps, un jour qu'elle me racontait les aventures d'une personne qui venait d'être déportée, quelques semaines auparavant, je me mis en quelque sorte sur un ton intime, à lui demander de me raconter des parties de sa propre histoire, de ce qu'elle fit avec une extrême simplicité et fort sincèrement. Comment elle était tombée en bien mauvaise compagnie à Londres pendant ses jeunes années, ce qui était venu de ce que sa mère l'envoyait fréquemment porter à manger à une de ses parentes, qui était prisonnière à Newgate dans une misérable condition affamée, qui fut ensuite condamnée à mort mais ayant obtenu répit en plaidant son ventre périt ensuite dans la prison. Ici, ma belle-mère m'énuméra une longue liste des affreuses choses qui se passent d'ordinaire dans cet horrible lieu. « Et mon enfant, dit ma mère, peut-être que tu connais bien mal tout cela, ou il se peut même que tu n'en aies jamais entendu parler. Mais sois-en sûre, dit-elle, et nous le savons tous ici, cette seule prison de Newgate engendre plus de voleurs et de misérables que tous les clubs et associations de criminels de la nation. C'est ce lieu de malédiction, dit ma mère, qui peuple à demi cette colonie. Ici, elle continua à me raconter son histoire si longuement et de façon si détaillée que je commençais à me sentir très troublée. Mais lorsqu'elle arriva à une circonstance particulière qui l'obligeait à me dire son nom, je pensais m'évanouir sur place. Elle vit que j'étais en désordre et me demanda si je me sentais pas bien et ce qui me faisait souffrir. Je lui dis que j'étais si affectée de la mélancolique histoire qu'elle avait dite que l'émotion avait été trop forte pour moi, et je la suppliai de ne m'en plus parler. « Mais, ma chérie, dit-elle, très tendrement, il ne faut nullement t'affliger de ces choses. Toutes ces aventures sont arrivées bien avant ton temps, et elles ne me donnent plus aucune inquiétude. Oui, et je les considère même dans mon souvenir avec une satisfaction particulière, puisqu'elles ont servi à m'amener jusqu'ici. » Puis, elle continua à me raconter comment elle était tombée entre les mains d'une bonne famille, où, par sa bonne conduite, sa maîtresse étant morte, son maître l'avait épousée. Et c'est de lui qu'elle avait eu mon mari et ma sœur. Et comment, par sa diligence et son bon gouvernement, après la mort de son mari, elle avait amélioré les plantations à un point qu'elle n'avait pas atteint jusque-là, si bien que la plus grande partie des terres avait été mise en culture par elle, non par son mari, car elle était veuve depuis plus de 16 ans. J'écoutais cette partie de l'histoire avec fort peu d'attention, par le grand besoin que j'éprouvais de me retirer et de laisser libre cours à mes passions. Et qu'on juge quelle dut être l'angoisse de mon esprit quand je vins à réfléchir que cette femme n'était ni plus ni moins que ma propre mère, et que maintenant j'avais eu 2 enfants, et que j'étais grosse d'un 3e des œuvres de mon propre frère, et que je couchais encore avec lui toutes les nuits. J'étais maintenant la plus malheureuse de toutes les femmes du monde. Ah, si l'histoire ne m'avait jamais été dite, tout aurait été si bon. Ce n'aurait pas été un crime de coucher avec mon mari, si je n'en avais rien su. J'avais maintenant un si lourd fardeau sur l'esprit que je demeurais perpétuellement éveillée. Je ne pouvais voir aucune utilité à le révéler et pourtant le dissimuler était presque impossible. Oui. Et je ne doutais pas que ce que je ne parlais pendant mon sommeil et que je dirais le secret à mon mari
que je le voulusse ou non, si je ne le découvrais, le moins que je pouvais attendre était de perdre mon mari. Car c'était un homme trop délicat et trop honnête pour continuer à être mon mari après qu'il aurait su que j'étais sa sœur. Si bien que j'étais embarrassée au dernier degré. Je laisse à juger tous les hommes les difficultés qui s'offraient à ma vue. J'étais loin de mon pays natal, à une distance prodigieuse, et je ne pourrais trouver de passage pour le retour. Je vivais très bien, mais dans une condition insupportable, en elle-même. Si je me découvrais à ma mère, il pourrait être difficile de la convaincre des détails. Et je n'avais pas de moyen de l'éprouver. D'autre part, si elle m'interrogeait ou si elle doutait de mes paroles, j'étais perdue car la simple suggestion me séparerait immédiatement de mon mari, sans me gagner ni sa mère ni lui. Si bien qu'entre la surprise d'une part et l'incertitude de l'autre, je serais sûrement perdue. Cependant, comme je n'étais pas trop sûre de la vérité, il est clair que je vivais en plein inceste et en prostitution avouée. Le tout sous l'apparence d'une honnête femme. Et bien que je ne fusse pas très touchée du crime qu'il y avait là, pourtant l'action avait en elle quelque chose de choquant pour la nature et me rendait même mon mari répugnant. Néanmoins, après longue et sérieuse délibération, je résolus qu'il en était absolument nécessaire de tout dissimuler, de ne pas en faire la moindre découverte, ni à ma mère, ni à mon mari. Et ainsi, je vécus sous la plus grande oppression qu'on puisse s'imaginer pendant 3 années encore. Pendant ce temps, ma mère prenait plaisir à me raconter souvent de vieilles histoires sur ses anciennes aventures, qui toutefois ne me charmaient nullement. Car ainsi, bien qu'elle ne me le dît pas en termes clairs, pourtant je pus le comprendre en rapprochant ses paroles de ce que j'avais appris par ceux qui m'avaient d'abord recueilli, que dans les jours de sa jeunesse, elle avait été prostituée et voleuse. Mais je crois, en vérité, qu'elle était arrivée à se repentir sincèrement de ces 2 crimes, et qu'elle était alors une femme bien pieuse, sobre et de bonne religion. Eh bien, je laisse sa vie pour ce qu'elle avait pu être, mais il est certain que la mienne m'était fort incommode, car je ne vivais, comme je l'ai dit, que dans la pire sorte de prostitution, et ainsi je ne pouvais en espérer rien de bon. Ainsi, en réalité, l'issue n'en fut pas bonne et toute mon apparente prospérité s'usa et se termina dans la misère et la destruction. Il se passa quelque temps, à la vérité, avant que les choses en vinssent là, car toutes nos affaires ensuite tournèrent mal. Et ce qu'il y a eu de pire, mon mari s'altéra étrangement, devint capricieux, jaloux et déplaisant. Et j'étais autant impatiente de supporter sa conduite qu'elle était déraisonnable et injuste. Les choses allèrent si loin, et nous en vînmes enfin à en être en si mauvais termes l'un avec l'autre que je réclamai l'exécution d'une promesse qu'il m'avait faite volontairement, quand j'avais consenti à quitter avec lui l'Angleterre. C'est que si je ne me plaisais pas à vivre là-bas, je retournerais en Angleterre au moment qu'il me conviendrait, lui ayant donné avis 1 an à l'avance pour régler ses affaires. Je dis que je réclamais de lui l'exécution de cette promesse, et je dois avouer que je ne le fis pas dans les termes les plus obligeants qu'il ne pût s'imaginer. Mais je lui déclarai qu'il me traitait fort mal, et que j'étais loin de mes amis, sans moyen de me faire rendre justice, et qu'il était jaloux sans cause, ma conduite ayant été exempte de blâme sans qu'il pût y trouver prétexte, et que notre départ pour l'Angleterre lui en ôterait toute occasion. J'y insisterai si absolument qu'il ne peut éviter d'en venir au point ou de me tenir sa parole ou d'y manquer. Et cela malgré qu'il usa de toute la subtilité dont il fut maître, et employa sa mère et d'autres gens pour prévaloir sur moi et me faire changer mes résolutions, mais en vérité le fond de la chose gisait dans mon cœur. Et c'est ce qui rendait toutes ces tentatives vaines, car mon cœur, lui, était aliéné. J'étais dégoûtée à la pensée d'entrer dans le même lit que lui, et j'employais 1000 prétextes d'indisposition et d'humeur pour l'empêcher de me toucher, ne craignant rien que d'être encore grosse, ce qui sûrement eût empêché au moins retarder mon passage en Angleterre. Cependant, je le fis enfin sortir d'humeur au point qu'il prit une résolution rapide et fatale, qu'en somme, je ne partirais point pour l'Angleterre,
que bien qu'il me l'eût promis, pourtant ce serait une chose déraisonnable, ruineuse à ses affaires, qui mettrait sa famille à un extrême désordre. Et ce serait tout près de la perdre entièrement, qu'ainsi je ne devais point la lui demander, et que pas une femme au monde qui estimait le bonheur de sa famille et de son mari n'y voudrait insister. Ceci me fit plonger de nouveau, car lorsque je considérais la situation avec calme et que je prenais mon mari pour ce qu'il était réellement, un homme diligent, prudent au fond, et qu'il ne savait rien de l'horrible condition où il était, je ne pouvais que m'avouer que ma proposition était très déraisonnable et qu'aucune femme ayant à cœur le bien de sa famille n'eût pu désirer. Mais mon déplaisir était d'autre nature. Je ne le considérais plus comme un mari, mais comme un proche parent, le fils de ma propre mère, et je résolus de façon ou d'autre de me dégager de lui, mais par quelle manière, je ne le savais point. Il a été dit par des gens mal intentionnés de notre sexe que si nous sommes entêtés à un parti, il est impossible de nous détourner de nos résolutions. Et en somme, je ne cessais de méditer au moyen de rendre mon départ possible. Et j'en vins là avec mon mari que je lui proposais de partir sans lui. Ceci le provoqua au dernier degré, et il me traita pas seulement de femme cruelle, mais de mère dénaturée, et me demanda comment je pouvais entretenir sans horreur la pensée de laisser mes 2 enfants sans mère. Car il y en avait un de mort, et de ne plus jamais les revoir. Il est vrai que si tout eût été bien, je n'eusse point fait, mais maintenant mon désir réel était de ne jamais plus les revoir, ni lui, et quant à l'occasion où il me reprochait d'être dénaturé, je pouvais facilement y répondre moi-même, qui savais que toute cette liaison était dénaturée à un point extrême. Toutefois, il n'y eut point de moyen d'amener mon mari au consentement. Il ne voulait pas partir avec moi, ni me laisser partir sans lui. Il était hors de mon pouvoir de bouger sans son autorisation, comme le sait fort bien quiconque connaît la constitution de cette contrée. Nous eûmes beaucoup de querelles de famille là-dessus, et elles montrèrent à une dangereuse hauteur, car de même que j'étais devenue tout à fait étrangère à lui en affection, ainsi ne prenais-je point garde à mes paroles. Mais parfois, lui tenais un langage provoquant. En somme, je luttais de toutes mes forces pour l'amener à se séparer de moi, ce qui était par-dessus tout ce que je désirais le plus. Il prit ma conduite fort mal, et en vérité bien pouvait-il faire. Car enfin je refusais de coucher avec lui, et creusant la brèche, en toute occasion, à l'extrémité il me dit un jour qu'il pensait que je fusse folle, et que si je ne changeais point mes façons, il me mettrait en traitement, c'est-à-dire dans une maison de fous. Je lui dis qu'il trouverait que j'étais assez loin d'être folle, et qu'il n'était point en son pouvoir, ni d'aucun d'autre scélérat, de m'assassiner. Je confesse qu'en même temps, j'avais le cœur serré à la pensée qu'il avait de me mettre dans une maison de fous, ce qui aurait détruit toute possibilité de faire paraître la vérité, car alors, personne n'eût plus ajouté foi à une seule de mes paroles. Ceci m'amena donc à une résolution. Quoi qu'il pût advenir, d'exposer entièrement mon cas, mais de quelle façon m'y prendre? Et à qui? Était une difficulté inextricable. Lorsque survint une autre querelle avec mon mari, qui s'éleva à une extrémité telle que je fus poussée presque à tout lui dire en face, mais bien qu'en réservant assez pour ne pas en venir aux détails, j'en dis suffisamment pour le jeter dans une extraordinaire confusion, et enfin j'éclatai et je dis toute l'histoire. Il commença par une expostulation calme sur l'entêtement que je mettais à vouloir partir pour l'Angleterre. Je défendis ma résolution et une parole dure en amenant une autre, comme il arrive d'ordinaire dans toute querelle de famille. Il me dit que je ne le traitais pas comme s'il fût mon mari, et que je ne parlais pas de mes enfants comme si je fusse une mère. Qu'en somme, je ne méritais pas d'être traitée en femme, qu'il avait employé avec moi tous les moyens, les plus doux, qu'il m'avait opposé toute la tendresse et le calme digne d'un mari ou d'un chrétien, et que je lui en avais fait un si vil retour, que je le traitais plutôt en chien qu'en homme, plutôt comme l'étranger le plus méprisable que comme mon mari. Qu'il avait une extrême aversion à user avec moi de violence, mais qu'en somme il en voyait aujourd'hui la nécessité, et que dans l'avenir il serait forcé de prendre
telle mesure qui me réduirait à mon devoir. Mon sang était maintenant enflammé à l'extrême. Et rien ne pouvait paraître plus irrité. Je lui dis que pour ces moyens, doux ou violents, je les méprisais également, que pour mon passage en Angleterre, j'y étais résolue. Advint ce que pourrait. Que pour ce qui était de ne point traiter en mari, ni d'agir en mère de mes enfants, il y avait peut-être là-dedans plus qu'il n'en pouvait encore comprendre, mais que je jugeais à propos de lui dire ceci simplement, qui ni lui n'était mon mari devant la loi, ni eux mes enfants devant la loi, et que j'avais bonne raison de ne point m'inquiéter d'eux plus que je ne le faisais. J'avoue que je fus émue de pitié pour lui sur mes paroles, car il changea de couleur, pâle comme un mort, muet comme un frappé par la foudre. Et une ou deux fois, je crus qu'il allait pâmer. En somme, il fut pris d'un transport assez semblable à une apoplexie. Il tremblait, une sueur ou rosée découlait de son visage. Et cependant, il était froid comme la glèbe, si bien que je fus obligée de courir chercher de quoi le ranimer. Quand il fut revenu à lui, il fut saisi de haut le cœur et se mit à vomir. Et un peu après, on le mit au lit. Et le lendemain matin, il était dans une fièvre violente. Toutefois, elle se dissipa et il se remit, mais lentement. Et quand il vint à être un peu mieux, il me dit que je lui avais fait de ma langue une blessure mortelle et qu'il avait seulement une chose à me demander avant toute explication. Je l'interrompis et je lui dis que j'étais fâchée d'être allée si loin, puisque je croyais le désordre où mes paroles l'avaient jeté, mais que je le suppliais de ne point parler d'explication, car cela ne ferait que tout tourner au pire. Ceci accrut son impatience, qui vraiment l'inquiéta plus qu'on ne saurait supporter. Car maintenant, il commença de soupçonner qu'il y avait quelque mystère encore enveloppé, mais ne put en approcher si fort qu'il devina. Tout ce qui courait dans sa cervelle était que j'avais un autre mari vivant, mais je l'assurais qu'il n'y avait nulle parcelle de telle chose en l'affaire. En vérité, pour mon autre mari, il était réellement mort pour moi, et il m'avait dit de le considérer comme tel, de sorte que je n'avais pas la moindre inquiétude sur ce chapitre. Mais je trouvais maintenant que la chose était allée trop loin pour la dissimuler plus longtemps. Et mon mari lui-même me donna l'occasion de m'alléger du secret bien à ma satisfaction. Il m'avait travaillé 3 ou 4 semaines sans parvenir à rien, pour obtenir seulement que je lui dise si j'avais prononcé ces paroles à seule fin de le mettre en colère, ou s'il n'y avait rien de vrai au fond. Mais je restais inflexible et refusais de rien expliquer, à moins que d'abord il consentît à mon départ pour l'Angleterre, ce qu'il ne ferait jamais, dit-il, tant qu'il serait en vie. D'autre part, je lui dis qu'il était en mon pouvoir de le rendre consentant au moment qu'il me plairait, ou même de faire qu'il me supplierait de partir, et ceci accrut sa curiosité et le rendit importun au plus haut point. Enfin, il dit toute cette histoire à sa mère, et l'a mis à l'œuvre sur moi, afin de me tirer la vérité, en quoi qu'elle employa vraiment toute son adresse la plus fine. Mais je l'ai arrêté tout net en lui disant que le mystère de toute l'affaire était en elle-même que c'était le respect que je lui portais qui m'avait engagé à le dissimuler, et qu'en somme, je ne pouvais en dire plus long et que je le suppliais de ne pas insister. Elle fut frappée de stupeur à ces mots et ne sut que dire ni penser. Puis, écartant la supposition et feignant de la regarder comme une tactique, elle continua à m'importuner au sujet de son fils, afin de combler, s'il était possible, la brèche qui s'était faite entre nous. Pour cela, lui dis-je, c'était la vérité d'un excellent dessein sur sa part, mais il était impossible qu'elle pût réussir. Et que si je lui révélais la vérité, ce qu'elle désirait, elle m'accorderait que c'était enfin, que c'était impossible et cesserait de le désirer. Enfin, je parus céder à son importunité et lui dis que j'osais lui confier un secret de la plus grande importance et qu'elle verrait bientôt qu'il en était ainsi et que je consentirais à le loger dans son cœur si elle s'engageait solennellement à ne pas le faire connaître à son fils sans mon consentement. C'est ainsi que se termine ma lecture de cette nuit. J'espère que ça vous a aidé à vous endormir ou en tout cas à vous faire passer une bonne journée. Je vous dis à très vite sur D8.